faut se rendre compte que parmi nos désirs, les uns sont naturels, les autres vains. Et que parmi les désirs naturels, les uns sont nécessaires et les autres naturels seulement. Parmi les désirs nécessaires, les uns sont nécessaires pour le bonheur, les autres pour la tranquillité du corps, les autres pour la vie même. Et en effet, une théorie non erronée des désirs doit rapporter tout choix et toute aversion à la santé du corps et à l'ataraxie de l'âme, puisque c'est là la perfection même de la vie heureuse. Car nous faisons tout afin d'éviter la douleur physique et le trouble de l'âme. Lorsqu'une fois nous y avons réussi, toute l'agitation de l'âme tombe. L'être vivant n'ayant plus à s'acheminer vers quelque chose qui lui manque, ni à chercher autre chose pour parfaire le bien-être de l'âme et celui du corps. Nous n'avons en effet besoin du plaisir que quand, par suite de son absence, nous éprouvons de la douleur. Et quand nous n'éprouvons pas de douleur, nous n'avons plus besoin du plaisir. C'est pourquoi nous disons que le plaisir est le commencement et la fin de la vie heureuse. En effet, d'une part, le plaisir est reconnu par nous comme le bien primitif et conforme à notre nature. Et c'est de lui que nous partons pour déterminer ce qu'il faut choisir et ce qu'il faut éviter. D'autre part, c'est toujours à lui que nous aboutissons, puisque ce sont nos affections qui nous servent de règles pour mesurer et apprécier tout bien quelconque, si complexe qu'il soit. Mais précisément, parce que le plaisir est le bien primitif et conforme à notre nature, nous ne recherchons pas tout plaisir. Et il y a des cas où nous passons par-dessus beaucoup de plaisir, savoir lorsqu'ils doivent avoir pour suite des peines qui les surpassent, et d'autre part, il y a des douleurs que nous estimons valoir mieux que des plaisirs, savoir lorsque, après avoir longtemps supporté les douleurs, il doit résulter de là pour nous un plaisir qui les surpasse. Tout plaisir pris en lui-même et dans sa nature propre est donc un bien. Et cependant, tout plaisir n'est pas à rechercher. Pareillement, toute douleur est un mal et pourtant toute douleur ne doit pas être évitée. En tout cas, chaque plaisir et chaque douleur doivent être appréciés par une comparaison des avantages et des inconvénients à attendre. Car le plaisir est toujours le bien et la douleur le mal. Seulement, il y a des cas où nous traitons le bien comme un mal et le mal, à son tour, comme un bien. C'est un grand bien, à notre avis, que de se suffire à soi-même. Non qu'il faille toujours vivre de peu, mais afin que si l'abondance nous manque, nous sachions nous contenter du peu que nous aurons, bien persuadés que cela jouisse le plus vivement de l'opulence qui ont le moins besoin d'elle, et que tout ce qui est naturel est aisé à se procurer, tandis que ce qui ne répond pas à un désir naturel est malaisé à se procurer. En effet, des mets simples donnent un plaisir égal à celui d'un régime somptueux, si toute la douleur causée par le besoin est supprimée. Et, d'autre part, du pain d'orge et de l'eau procure le plus vif plaisir à celui qui les porte à sa bouche après en avoir senti la privation. L'habitude d'une nourriture simple et non pas celle d'une nourriture luxueuse convient donc pour donner la pleine santé, pour laisser à l'homme toute liberté de se consacrer aux devoirs nécessaires de la vie, pour nous disposer à mieux goûter les repas luxueux lorsque nous les faisons après des intervalles de vie frugale, enfin pour nous mettre en état de ne pas craindre la mauvaise fortune. Quand donc nous disons que le plaisir est le but de la vie, nous ne parlons pas des plaisirs des voluptueux inquiets, ni de ceux qui consistent dans les jouissances déréglées, ainsi que l'écrivent des gens qui ignorent notre doctrine ou qui la combattent et la prennent dans un mauvais sens. Le plaisir dont nous parlons est celui qui consiste, pour le corps, à ne pas souffrir, et pour l'âme, à être sans trouble. Car ce n'est pas une suite ininterrompue de jours passés à boire et à manger, ce n'est pas la jouissance des jeunes garçons et des femmes,
Ce n'est pas la saveur des poissons et des autres mets que porte une table somptueuse. Ce n'est pas tout cela qui engendre la vie heureuse. Mais c'est le raisonnement vigilant, capable de trouver en toutes circonstances les motifs de ce qu'il faut choisir et de ce qu'il faut éviter, et de rejeter les vaines opinions d'où provient le plus grand trouble des âmes. Or, le principe de tout cela est par conséquent le plus grand des biens, c'est la prudence. Il faut donc la mettre au-dessus de la philosophie même, puisqu'elle est faite pour être la source de toutes les vertus, en nous enseignant qu'il n'y a pas moyen de vivre agréablement si l'on ne vit pas avec prudence, honnêteté et justice, et qu'il est impossible de vivre avec prudence, honnêteté et justice si l'on ne vit pas agréablement. Les vertus, en effet, ne sont que des suites naturelles et nécessaires de la vie agréable. Et, à son tour, la vie agréable ne saurait se réaliser en elle-même et à part des vertus. Épicure, la lettre à Ménécée. L'odeur des pommes. On entre dans la cave. Tout de suite, c'est ça qui vous prend. Les pommes sont là, disposées sur des claies, des cajots renversés. On n'y pensait pas. On n'avait aucune envie de se laisser submerger par un tel vague à l'âme, mais rien à faire. L'odeur des pommes est une déferlante. Comment avait-on pu se passer si longtemps de cette enfance âcre et sucrée? Les fruits ratatinés doivent être délicieux. De cette fausse sécheresse où la saveur confite semble s'être insinuée dans chaque ride. Mais on n'a pas envie de les manger. Surtout, ne pas transformer en goût identifiable ce pouvoir flottant de l'odeur. Dire que ça sent bon, que ça sent fort, mais non, c'est au-delà. Une odeur intérieure, l'odeur d'un meilleur soi. Il y a l'automne de l'école, enfermé là. À l'encre violette, on griffe le papier de plein de déliés, la pluie bat les carreaux, la soirée sera longue. Mais le parfum des pommes est plus que du passé. On pensa autrefois, à cause de l'ampleur et de l'intensité d'un souvenir de cave salpêtrée, de grenier sombre. Mais c'est à vivre là, à tenir là, debout. On a derrière soi les herbes hautes et la mouillure du verger. Devant, c'est comme un souffle chaud qui se donne dans l'ombre. L'odeur a pris tous les bruns, tous les rouges, avec un peu d'acide vert. L'odeur a distillé la douceur de la peau, son infime rugosité. Les lèvres sèches, on sait déjà que cette soif n'est pas à étancher. Rien ne se passerait à mordre une chair blanche. Il faudrait devenir octobre, terre battue, voussure de la cave, pluie, attente. L'odeur des pommes est douloureuse. C'est celle d'une vie plus forte, d'une lenteur qu'on ne mérite plus. La première gorgée de bière, c'est la seule qui compte. Les autres, de plus en plus longues, de plus en plus anodines, ne donnent qu'un empâtement tiédasse, une abondance gâcheuse. La dernière peut-être retrouve, avec la désillusion de finir, un semblant de pouvoir. Mais la première gorgée, ça commence bien avant la gorge. Sur les lèvres déjà, cet or mousseux, fraîcheur amplifiée par l'écume, puis lentement sur le palais, bonheur tamisé d'amertume. Comme elle semble longue, la première gorgée. On la boit tout de suite, avec une avidité faussement instinctive. En fait, tout est écrit. La quantité, ce ni trop, ni trop peu, qui fait l'amorce idéale. Le bien-être immédiat ponctué par un soupir, un claquement de langue ou un silence qui les vaut. La sensation trompeuse d'un plaisir qui s'ouvre à l'infini. En même temps, on sait déjà, tout le meilleur est pris. On repose son verre et on
On l'éloigne même un peu sur le petit carré buvardeux. On savoure la couleur, faux miel, soleil froid. Par tout un rituel de sagesse et d'attente, on voudrait maîtriser le miracle qui vient à la fois de se produire et de s'échapper. On lit avec satisfaction sur la paroi du verre le nom précis de la bière que l'on avait commandée. Mais contenant et contenu peuvent s'interroger, se répondre, en abîme. Rien ne se multipliera plus. On aimerait garder le secret de l'or pur et l'enfermer dans des formules. Mais devant sa petite table blanche éclaboussée de soleil, l'alchimiste déçu ne sauve que les apparences et boit de plus en plus de bière avec de moins en moins de joie. C'est un bonheur amer. On boit pour oublier la première gorgée. Voilà. Bonsoir, c'est difficile d'enchaîner derrière des textes aussi bien lus. Vous verrez, j'espère, pourquoi ces textes ont prétendu introduire le propos. L'idée étant que, et c'est pour ça que j'ai changé le titre que je comptais vous proposer, mais on ne le voit pas encore à l'écran. Comme le disait Madame Grange tout à l'heure, il y a un mouvement d'inversion par rapport à la toute-puissance de la pensée qui a guidé les sciences du XXe siècle. Et maintenant, on revient à l'idée que le corps est celui qui, d'abord, donne naissance à la pensée et ensuite le nourrit en permanence de nouvelles vertus, de nouveaux rôles, et que le dualisme, même si c'est un démon tentateur qui revient périodiquement, peu à peu est démonté par les données nouvelles en neurosciences. Donc, si on s'inscrit dans le courant dominant des neurosciences et des sciences en général, c'est-à-dire le courant non créationniste, non américain, on va plutôt du côté des propositions de Darwin, selon lesquelles l'homme est actuellement seulement le dernier avatar d'une longue évolution dans laquelle la clé est au point de départ, c'est-à-dire les propriétés du vivant sont transmises de manière progressive, avec une sophistication, mais ce qui compte, c'est le point de départ. Et comme l'a dit le regretté Marc Jeanneraud, dont je vous conseille la relecture ou la lecture, on pourrait dire que l'homme récapitule, dans une théorie de la récapitulation, les acquis de toutes les espèces vivantes antérieures, y compris des espèces paucicellulaires. Alors, un autre postulat implicite de cette considération, c'est de dire que l'ontogénèse, le développement, s'empile, s'emboîte avec la phylogénèse et que le petit bout de chou, le fœtus, refait en une vingtaine d'années le même parcours que l'ensemble des êtres vivants sur des millions d'années. Si on regarde la constitution du cerveau, on peut remarquer que comme un fruit, le cerveau, au fur et à mesure de l'évolution, progresse par l'extérieur et que les parties les plus anciennes, qui sont celles qui ont le patrimoine du vivant, avec les règles, nous le verrons, du vivant, comme le noyau d'un fruit, ne peuvent plus grossir, de telle sorte que ce qu'on appelle le système limbique, on y reviendra, est guère plus petit chez le chien, disons, et chez l'homme. Et ce qui grossit, c'est par l'extérieur, c'est ce qu'on appelle le néocortex ou le cortex récent. Alors ce sont ces
ces relations entre le cortex et le sous-cortex par lesquelles je vais commencer. Moi, j'ai proposé la métaphore du cheval et du cavalier, un peu en m'inspirant de MacLean, pour dire que une façon schématique mais exacte de représenter le cerveau humain, c'est de dire que c'est l'empilement d'un cerveau ancien issu du vivant et qui a toutes les vertus du monde animal et des mammifères, pourvu d'un néocortex récent. Le cavalier donne le sens et le cheval porte les sens. Autrement dit, de ce point de vue, Philippe Delerme est plutôt du côté des sens et Épicure du côté du sens. Autrement dit, on peut dire qu'un homme, c'est un animal pourvu, non pas d'un ordinateur, mais d'un système Internet avec des réseaux qui se font, qui se défont. Et ceci a une réalité biologique, puisque tout ce qui conduit le fonctionnement du sous-cortex, les systèmes neuromodulateurs, c'est-à-dire la dopamine, la noradrénaline, la sérotonine, qui sont les cibles des médicaments, on en redira un mot, fonctionnent comme des systèmes hormonaux, c'est-à-dire avec des feedbacks positifs, négatifs, exactement comme l'insuline et le pancréas régulent la glycémie. Il y en a trop, on met plus d'insuline, il n'y en a pas assez, on baisse l'insuline. Alors qu'au contraire, les systèmes néocorticaux sont des systèmes de connectique, avec des réseaux qui se font, qui se défont grâce à la plasticité et qui ont un degré de liberté supplémentaire par rapport au système de feedback. À noter que ce sont ces systèmes de l'animal en nous qui sont la cible des médicaments. Quand on prend un médicament antidépresseur ou anxiolytique ou antipsychotique, on agit sur l'animal en nous et non pas sur la pensée, ce qui est quelque part assez rassurant, mais c'est quand même important. Il y a un exemple qui est le virus de la rage. Le virus de la rage qui rend les chiens enragés et les hommes enragés quand ils se font mordre par les chiens enragés, lèse électivement les cellules du raphé qui sont dans le sous-cortex et qui sont les cellules qui produisent de la sérotonine. Alors que la sérotonine, on le sait, est un neuromédiateur qui inhibe l'agressivité, le comportement, l'émotionnalité, qui contrôle dans le sens du... Donc la destruction de ces structures désinhibe, libère l'agressivité, l'hostilité, l'hyperréactivité. Alors un premier exemple de ces relations, de cette influence du cheval sur le cavalier, c'est l'exemple de ce qu'on appelle l'illusion du T inversé. Il ne faut pas vous inquiéter pour ceux chez qui ça ne se produit pas, mais normalement, vous devriez avoir l'impression que la barre verticale est plus grande que la barre horizontale, ce qui n'est pas le cas puisqu'elles ont toutes les deux la même taille. Ceci est interprété par le fait que nous sommes tous tellement habitués, un, aux verticales, aux orthogonales, aux horizontales, et deux, à la grammaire et à l'écriture, que d'emblée, vous ne pouvez pas voir cette figure sans penser à un T. Et implicitement, ce qui vous fait dire que la barre verticale est plus grande, c'est parce que vous avez dans la tête un système de décodage. Je vous rappelle que la vision, c'est une caméra numérique, comme on en achète dans les grands magasins, avec des pixels, et un cortex primaire qui trie ces pixels et qui dit, tiens, il y a des pixels blancs empilés, tiens, ça fait une barre. Donc, c'est vous, avec votre cerveau, qui dites implicitement, de façon non consciente, ça doit être un T inversé, et qui, du coup, implicitement, de façon non consciente, avait l'impression, du coup, que cette barre verticale est plus grande que la barre horizontale. Alors, il y avait des travaux, il y a une cinquantaine d'années, sur la vision, où on a pu montrer, 40 ans, oui, que les chatons, quand on les prend à la naissance pour les mettre dans des boîtes où il n'y a que des horizontales, n'acquièrent pas la compétence, ont ce qu'on appelle une cécité corticale, c'est-à-dire ils voient mais ils ne peuvent pas configurer ce qu'ils voient pour les verticales. Ils se cognent dans les pieds de chaise, dans les pieds de table, et si avant l'âge de 6 mois on les réintroduit dans un milieu où il y a des verticales, ils peuvent retrouver cette compétence.
Et les profs de biologie qui racontaient ça à l'époque disaient, c'est pour ça que les enfants du désert ne voient pas les arbres. Puis on n'a jamais montré que les enfants du désert ne voyaient pas les arbres. Il n'empêche, cette illusion du T inversé n'existe pas chez les populations d'Asie, des steppes asiatiques, pas toute l'Asie, hein, les steppes d'Asie et des déserts africains. Donc il y a là quelque chose qui invite à penser que c'est dans l'environnement sensoriel dans lequel se développe le cerveau que nous acquérons des préférences de décodage du monde, y compris au plan du sensoriel. C'est un premier exemple pour dire que c'est ce qu'on peut appeler une forme de culture, c'est-à-dire dire que c'est un T inversé, ou dire que cette barre est plus haute, ou croire de façon abusée que la barre verticale est plus grande. Ce phénomène-là est issu de percepts qui sont encodés à partir de sensations primaires, exactement comme la première gorgée de bière. Ce sont des choses de l'environnement précoce qui font que le câblage des systèmes, pas seulement visuels, se fait de telle sorte qu'on reconnaît, on a une familiarité pour ces formes. Alors entre le cheval et le cavalier, il y a une structure dont vous entendez souvent parler, sans cesse, parce que c'est une des belles machineries humaines, qui est le cortex préfrontal, et dont on peut considérer, on va le revoir, que c'est un régisseur qui assure un bon commerce entre le cheval et le cavalier, et qui peut aussi se permettre de découpler le fonctionnement de l'un par rapport à l'autre, sans pour autant que le corps et l'âme, ou le corps et l'esprit, ou le corps et la pensée deviennent des structures indépendantes comme le voulait le dualisme. Entre ces structures récentes, ce cheval et le cavalier, il y a évidemment sans arrêt des renforcements mutuels, des échanges. Si mon discours vous embête parce que vous êtes fatigué après une grande journée, vous pouvez vous dire qu'il n'y a plus qu'une demi-heure à tenir. C'est-à-dire que cavalier dit à cheval tiens bon. Si au contraire avant ou malgré cela vous avez pris un petit café avant de venir, vous avez dopé le cheval pour qu'il implémente le cavalier à faire attention à ce qui se dit. Quand c'est du haut vers le bas, on dit que c'est du top-down. Quand c'est du bas vers le haut, et c'est ça qui était jusque-là un peu moins objet d'intérêt des scientifiques et des psys, entre guillemets, on dit que c'est du bottom-up, et c'est ça qui est plus maintenant un champ de découverte dont je vais vous parler. Le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle l'animal en nous. De façon schématique, on peut dire que cette humanité, cette animalité, mais au sens de être dans le monde du vivant, peut se schématiser en deux grands systèmes émotionnels. L'un qu'on appelle les émotions positives, c'est le système de récompense et de plaisir dont il était question dans les textes. L'un qui est l'occasion d'éviter le danger, de se protéger et de s'alarmer par la douleur, dont il était question chez Épicure, qui est le système d'alerte. Je vais vous parler de ces deux systèmes. Le premier système, qui est le système de récompense, qui est un vieux système décrit et connu depuis assez longtemps, c'est le système dopaminergique, dont vous entendez souvent parler, c'est l'hormone du plaisir, comme on dit. Et je veux juste vous montrer que les noyaux des cellules dopaminergiques, qui font que fumer une cigarette ou boire un verre d'eau apporte un plaisir, comme la première gorgée de bière, sont situés dans la partie la plus ancienne de l'animal en nu, puisque c'est au niveau ici du tronc cérébral, l'aire tegmentale ventrale, c'est très profond, c'est dans le lézard en nous. Donc ce système de plaisir et de récompense est très ancien et évidemment présent en tant que système adaptatif sur l'ensemble du monde animal. Mais chez l'homme, et peut-être chez certains primates non humains, est apparu, peut-être même chez des vertébrés un peu moins matures,
des mammifères un peu moins matures et chez des vertébrés, pardon. Un deuxième faisceau qui a été découvert par le groupe de Jacques Glowinski au Collège de France il y a une trentaine d'années, qui s'appelle le faisceau mésocortico-limbique et qui fait que de ces cellules très profondes de l'aire tegmentale ventrale montent des faisceaux jusqu'au cortex. Et ceci est important parce que le jour où l'homme, en plus du système de récompense de la satiété, qui faisait que, comme la petite souris, s'il avait soif, en buvant, il sécrétait de la dopamine qui validait, qui indexait ce sentiment de satiété et de satisfaction. Le jour où sont montés des neurones jusqu'au cortex préfrontal dans lequel il y a des représentations, on peut dire alors qu'on est passé du plaisir au désir, puisqu'on est passé du fait que la simple représentation non agie d'une satisfaction rebouclait vers le système dopaminergique primaire, et donc pouvait être l'occasion de sécréter de la dopamine. C'est ce qui fait que ça peut vous faire plaisir de regarder un catalogue de vacances avec une mer chaude ou un bel endroit, et que ça peut vous faire un peu plaisir de penser que vous allez y aller dans une semaine ou dans 5 mois, parce qu'au moment où vous anticipez cette action, vous sécrétez un tout petit peu de dopamine, comme si vous étiez en un peu moins fort dans la mer chaude, au soleil, très tranquillement installé sous les arbres et les cocotiers. Donc, c'est ça le propre de l'homme, et en ça, il n'y a pas une différence de nature, c'est pas le langage dont on aurait tendance à croire que c'est ça notre suprématie. C'est tout simplement le fait que nous, comme une partie de nos congénères récents, nous pouvons nous satisfaire à partir de représentations à la place d'actions réelles. Et ça, c'est un pouvoir fascinant, puisque ça permet de nous consoler. Si on n'a pas, on peut rêver qu'on a. On peut s'arranger avec notre machinerie à faire des pensées, des hypothèses, des projets, comme un outil de récompense, exactement comme une bouteille d'eau. C'est ça le propre. Bon. Et à partir du moment où je dispose de 2 façons de me faire plaisir, boire un verre d'eau ou imaginer que je vais boire un verre d'eau, j'ai alors une palette adaptative beaucoup plus diversifiée, beaucoup plus permanente pour faire face aux frustrations de la vie quotidienne. C'est ça le point. Le deuxième système, c'est le système d'alerte, qu'on appelle le système amygdalo, les amygdales cérébrales hippocampo-thalamiques. C'est-à-dire, l'amygdale, c'est la structure qui gère la vigilance, c'est le gendarme attentionnel du cerveau. L'hippocampe, c'est le régisseur de la mémoire. Disons, c'est pas un disque dur, c'est un ordinateur qui manipule les items encodés dans la mémoire. Et le thalamus, c'est le système qui gère la corporalité de ces souvenirs. L'ensemble est un système qui est lui aussi dans l'animal en nous, lui aussi infralangagier, lui aussi hyper rapide. Et c'est lui qui fait que si en traversant le boulevard d'Ornano, un autobus klaxonne, vous devez sauter en arrière sur le trottoir, bien avant de vous dire ce bruit est un klaxon d'autobus, il se pourrait que l'autobus aille trop vite et qu'il risque de m'écraser, je vais me reculer. Bon, si vous dites ça, vous êtes mort. Si le plafond là tombe, maintenant vous allez tous, de façon hyper réflexe, hyper rapide, agir comme des guépards, des chats, avec cette rapidité qui ne tolère pas ni la conscience, ni la verbalisation par le langage de ce qui se passe. Après, vous allez dire « j'ai eu très peur parce que le plafond est tombé ». Mais pendant, vous dites même pas « j'ai peur ». Vous sautez sur le côté. Et c'est ça qui caractérise l'humain. C'est que nous pouvons écrire, Épicure et Delerme peuvent écrire des choses magnifiques sur des sensations primaires, mais en même temps, pour ne pas se faire écraser par une voiture ou par un plafond, ils doivent être capables, et c'est vrai, ça devait être vrai pour Épicure, c'est vrai de Delerme, il est capable de sauter en arrière comme un chaton. Donc c'est ça, je crois, la spécificité humaine, c'est d'avoir 2 temporalités
Et c'est là où dire ça, c'est pas dualiste, parce que du coup, c'est un continuum entre un cerveau hyper rapide qui répond, qui est hérité avec les grandes lois de la survie, qui sont il faut, un, ne pas mourir, et deux, se reproduire et donc survivre, et en même temps quelque chose qui est un outil computationnel, associatif, qui défait des réseaux. Mais la différence fondamentale, c'est que lui, cet ordinateur-là, il n'en a rien à fiche de tomber malade, de ne pas faire d'enfant, ou qu'on le jette dans une benne pour aller à la décharge. C'est ça la seule différence. C'est-à-dire qu'il peut nous battre maintenant aux échecs, mais lui, jusqu'à maintenant, il s'en fiche d'être malade. Il s'en fiche de ne pas survivre. Il s'en fiche de ne pas faire d'enfant. Et ça, c'est parce qu'il n'a pas d'animal en lui. D'accord ? Et c'est là où il y a une ambiguïté entre... Parce que quand on dit, mais les instincts primaires ne sont pas... Je vais y revenir dans un instant. C'est pas ça le propre de l'homme. Le propre de l'homme, c'est la sublimation avec des choses magnifiques. Mais ces choses magnifiques ne peuvent être écrites, dites, pensées, peintes, que parce qu'il y a la première gorgée de bière. Si vous désincarnez l'outil, quelles que soient ses capacités langagières, computationnelles, de calcul, etc., il n'est plus capable de rendre compte de ces sensations qui sont des sensations primaires. Donc, ce qu'il y a de plus humain n'est pas très intellectuel, c'est au contraire très sensuel. Et c'est là où il y a un malentendu qui persiste de temps en temps, où on voudrait que l'homme serait quelqu'un qui a délaissé ses sensations primaires pour en faire des sentiments nobles, désincarnés, détachés. Mais s'ils sont désincarnés, détachés, ils ne sont plus des sentiments. Alors, pour vous convaincre de cette chronométrie rapide, je schématise un ensemble d'expériences sur une même figure. Quand on vous montre, ça c'est de l'EEG, des potentiels évoqués, ça veut dire d'électroencéphalogrammes. Quand on vous montre des visages, vous savez que c'est un visage à 170-180 millisecondes grâce à une zone qui s'appelle le gyrus fusiforme et dont le boulot est de catégoriser ce qu'on perçoit. De dire, ça c'est une bouteille, ça c'est un visage. Eh bien, quand on montre des visages neutres, ici, versus des visages pourvus d'une émotion, en l'occurrence la peur, la surprise, pardon, mais c'est vrai d'autres émotions, 50 à 60 millisecondes avant la reconnaissance du visage, au niveau du cortex visuel primaire, il y a une onde plus ample lorsqu'il y a une émotion portée par le visage que lorsque le visage est neutre. Ça veut dire que contrairement à ce que nous laisserait penser le sens commun, quand vous, madame, vous me faites un sourire, je ne me dis pas c'est une dame charmante qui me fait un sourire, je me dis, ou plutôt mon cerveau se dit, il y a de l'émotion, oui c'est vous que je regarde, il y a de l'émotion, tiens, c'est une dame charmante qui émet cette émotion. Donc c'est parfaitement contre-intuitif. Notre cerveau, et c'est logique d'un point de vue adaptatif, parce que l'émotion, c'est pour s'adapter. Donc ce qui est important, c'est la nature de l'émotion, la présence de l'émotion. Le porteur du message émotionnel, c'est un peu moins important. Mais comme nous sommes des intellectuels incorrigibles, on pense l'inverse. Le sens commun nous fait dire « Ah ben voilà une dame très charmante qui me fait un sourire ». Mais ça, c'est une reconstruction top-down de quelque chose qui s'est joué à 110 millisecondes à un moment où je ne sais pas, pardonnez-moi, si vous êtes un porte-manteau ou une dame charmante. D'accord ? Je ne le saurais que 60 millisecondes plus tard. Alors, pour un point de plus pour vous convaincre de ce que tout se joue dans le sous-cortex, au sens tout ce qui est de l'ordre de l'humanité. Je vous montre un ensemble d'expériences d'un Anglais qui s'appelle Semir Zeki et qui a fait l'imagerie cérébrale de l'amour. C'est-à-dire il a présenté à des amoureux des photos de leurs amoureuses. Et comme en imagerie, on compare toujours, parce que le cerveau est toujours activé, c'est versus leurs belles-sœurs, enfin des gens qu'ils connaissent, mais dont ils ne sont pas a priori amoureux.
Et à des jeunes mères, il a montré des photos de leur nourrisson versus un autre nourrisson de la crèche. Et il a montré des choses très intéressantes, à savoir qu'il y a une activation, d'une part, du cerveau quand on présente l'objet d'amour, que ce soit l'amour romantique ou l'amour maternel, mais que toutes ces zones activées sont dans l'animal en nous et pas dans le cortex. Et ici, la combince. Il n'y a rien dans le néocortex. Donc, ça, c'est les zones, en gros, du système de récompense, plus ce qu'on appelle le système à ocytocine, dont on sait maintenant que c'est une hormone de l'attachement, qui est située profondément dans le cortex, dont certains espèrent faire un traitement dans l'autisme pour réintroduire la familiarité, et dont on sait que les mères sécrètent des fortes doses au moment de la parturité. Et surtout, associé à ces régions activées, il y a une déactivation du système d'alerte, en particulier du système amygdalien, qui est faible et qui est même complètement éteint dans l'amour romantique, alors que chez les mères, cette déactivation est seulement partielle, ce qui est interprété comme le fait que la mère, là encore dans une perspective darwinienne, ne doit jamais se relâcher. Il n'y a pas d'exemple dans la nature où on éteint l'amygdale, où on éteint la surveillance, sauf quand on dort, et encore. Mais une mère, même si elle est attendrie, elle ne doit pas complètement relâcher son attention. Donc ce système d'alerte n'est pas complètement éteint, il est diminué. Et dans l'amour maternel et dans l'amour romantique, ce qui fait dire à Zeki l'amour est aveugle, on s'abandonne. Autrement dit, il n'y a pas de région cérébrale de l'amour, ce qui est rassurant, ni d'autres régions cérébrales d'autres choses. L'amour, c'est une subtile combinaison entre une hyperactivation du système de récompense et une déactivation partielle ou totale du système d'alerte. C'est ça qui fait l'état amoureux, où il y a à la fois un relâchement de la surveillance et une activation du désir et des systèmes de récompense. Le troisième élément dont je voudrais vous parler, qui est une découverte française, enfin de l'école de Marc Jeanneraud, c'est la simulation. La simulation, c'est très important, c'est le fait, ça mériterait presque un prix Nobel, c'est le fait qu'il a été montré que si je lève le bras ou si j'imagine que je lève le bras, j'active les mêmes régions cérébrales de mon cortex moteur. C'est-à-dire que la nature ou Dieu ont bien fait les choses, ce serait un peu stupide d'avoir fait des neurones pour lever le bras et d'autres neurones pour imaginer exactement la même chose. Donc, autrement dit, contrairement au sens commun, là encore, l'imaginaire, ce n'est pas un ersatz ou un Canada Dry d'une action, c'est tout le corpus préalable à la réalisation de l'action avec une inhibition de l'effection motrice. Je ne peux pas lever le bras sans d'abord imaginer non consciemment que je vais lever le bras. Sauf que si je ne fais qu'imaginer, je conscientise ce starting, ce préliminaire, en inhibant la réalisation motrice. Ça, c'est très important. Et là encore, c'est parfaitement contre-intuitif. Et c'est là où vous pouvez voir la chance qu'ont les primates ou les mammifères supérieurs de pouvoir simuler. Parce que du coup, c'est pour ça que penser, c'est faire. C'est pour ça que voir une photographie d'une mer chaude nous fait un peu chaud au cœur, entre guillemets. C'est parce que nous simulons. Alors je montre souvent pour illustrer ce propos cette photo de Giacometti par Cartier-Bresson, parce que, alors on ne sait pas si c'est comme le baiser de Douaneau ou si il lui a soufflé un peu l'attitude, mais on voit bien là une homothétie entre le mouvement de l'artiste et sa production artistique. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas marcher comme ça. Et Giacometti, lui, il marche comme ses statues. Ben, ça a à voir avec le propos précédent, c'est-à-dire que il a sculpté ce qu'il sait faire comme mouvement. Enfin, c'est ça l'idée. C'est-à-dire qu'il y a donc un continuum entre l'imagination d'une forme et sa réalisation motrice. Ceci n'est pas vrai que pour les systèmes moteurs, c'est vrai aussi pour la perception. Là encore, ne vous inquiétez pas si ça passe pas. Normalement, ça s'appelle la tour de Londres,
il s'agit, en ne bougeant qu'une boule à la fois, de passer de la configuration de gauche à la configuration de droite. Eh bien, vous ne pouvez pas réaliser cette tâche sans visualiser, entre guillemets, imaginer visuellement ce que les boules vont faire. Vous ne pouvez faire cette tâche que si vous simulez visuellement, perceptuellement, le mouvement des boules. Alors là, on rentre plus dans le propos de l'année, enfin du thème de l'année, c'est-à-dire à quoi ça sert cette articulation entre les deux. Il est certain que la simulation permet ce qu'on appelle la substitution, c'est-à-dire le penser peut dispenser de faire, ce qui a une très forte valeur d'économie sociale et de régulation sociale. Si quelqu'un vous fait une queue de poisson en voiture, vous pouvez penser des choses horribles, dire des choses horribles, ça vous évite d'être un petit rat qui sort donner un coup de griffe à l'impertinent. C'est vrai aussi des émotions positives. Si vous voyez une femme charmante de l'autre côté de la rue, vous pouvez penser tout ce que vous voulez, dire tout bas tout ce que vous voulez, ça vous évite de faire tout ce que vous voulez, parce que ça risque, surtout avec les nouvelles lois, et c'est une bonne chose, de vous mener en prison. Donc, nous passons notre temps à inhiber des réactions pulsionnelles primaires, et ça n'est pas les sensations, c'est pas la première gorgée de bière, c'est des actions réactives comme ça. Ce qui fait le propre de l'humain, c'est de pouvoir, ce qu'on appelle la sublimation, c'est en fait une substitution d'une action réflexe par une imagination de cette action qui dispense de l'action. Et c'est précisément ce que ne peuvent pas faire les psychopathes, les immoraux, etc., etc., etc. C'est-à-dire tout le monde n'est pas capable de tirer un coup de revolver sur un gardien à l'entrée d'une banque. Pour faire ça, il faut avoir un défaut d'inhibition. Et c'est bien montré chez les enfants, si on fait des simulations, et chez les adultes aussi, sur les simulateurs de conduite de jeu dans les sens interdits, vous mettez 100 millissecondes, et qu'on vous fait prendre un sens interdit, vous mettez 100 à 200 millisecondes de plus pour prendre le sens interdit. Même si on vous dit allez le plus vite possible, ça n'a aucune importance. Vous ne pouvez pas vous empêcher. Cheval dit ah non, t'as pas le droit. D'accord ? C'est en implicite, non conscient, que c'est ça la morale. L'internalisation de la morale, c'est quand on arrive à incarner sous forme de routine la machine qui fait qu'il y a des trucs, on ne les fait pas. Tu ne tueras pas. C'est une routine cognitive de bas niveau. Mais c'est très difficile d'en faire une routine automatique. C'est ça tout le rôle de la pédagogie, le rôle de l'éducation, c'est d'arriver à faire de ces lois morales des automatismes physiques. Et c'est ça que peut-être, et ça donne des ouvertures sur la sociopathie, c'est-à-dire qu'effectivement, si on n'apprend pas ça aux enfants parce qu'on est en prison quand son fils est à l'école, ou etc., enfin des choses atroces, on comprend que l'enfant ne puisse pas internaliser en routine automatique des règles morales. Donc, vous voyez comment ça s'emboîte sous forme de simulation et combien c'est important. Alors, c'est vrai aussi de l'obsession. On dit que il est montré dans l'imagerie cérébrale des obsédés, ce qu'on appelle les TOC, qu'il y a un emballement des circuits sous-corticaux profonds, en particulier des noyaux gris centraux, avec une extinction du cortex. Et autrement dit, là encore, c'est l'inverse du sens commun. Contrairement à ce qu'on pensait, l'obsédé, c'est pas quelqu'un qui a des idées bizarres, c'est quelqu'un qui n'a pas d'idées. Celui qui compte 20 fois avant d'ouvrir la porte, ou avant de faire, ou qui se lave 15 fois les mains, c'est pas quelqu'un qui a des idées folles, c'est quelqu'un qui n'a pas d'idées, qui a des automatismes moteurs, hérités de l'évolution, puisque la nidification, le toilettage, ce sont des conduites automatiques chez les petits mammifères. Et alors c'est intéressant parce que ça montre que certains symptômes, du coup, depuis qu'on sait ça, sont repensés différemment. Avant, par exemple, il y a un symptôme que les psychiatres connaissent bien qui s'appelle les phobies d'impulsion. La peur de faire quelque chose malgré soi, la peur de sauter par la fenêtre malgré soi, la peur de se crever les yeux si on voit un couteau sur la table. Et en général,
c'est à peu près vérifié. Les gens qui ont des phobies d'impulsion ne passent pas à l'acte. Ça les protège, entre guillemets. Et avant, on pensait que ces phobies d'impulsion étaient la partie émergée de l'iceberg. C'est-à-dire qu'ils avaient des idées tellement folingues qu'ils sortaient quelques idées qui disaient comme ça. Maintenant, on pense exactement l'inverse. C'est-à-dire que, comme on a montré que quand, dans les cas non rares, mais non fréquents, où un traitement pharmacologique ou psychothérapique améliore les obsédés, on voit se réactiver le cortex. C'est-à-dire que tout ce qui est éteint là se rallume. Et donc il y a un déséquilibre qui s'efface. Et du coup, on dit, alors les phobies d'impulsion, c'est peut-être l'inverse, c'est peut-être une tentative de réintroduction d'une simulation. Et à ce moment-là, on dit que si moi j'ai peur de me gratter les fesses dans une conférence, c'est la meilleure façon de ne pas le faire. Vous voyez, c'est l'inverse. Avant, on croyait, moi quand j'étais étudiant en médecine, on nous apprenait que c'était bien des gens un peu zinzin quand même, pour avoir l'idée de... Mais en fait, non, ce sont des gens qui essayent de simuler l'action pour ne pas qu'elle se produise. Vous voyez, autrement dit, la peur, c'est une bonne chose, ça c'est une évidence, ça protège, mais surtout la simulation de la faute ou la simulation de la violence dispense de la violence ou de l'auto-violence. Et ça, c'est un phénomène très important parce que du coup, c'est comme ça qu'on comprend une bonne partie des psychothérapies. C'est-à-dire que c'est redonner au sujet des outils pour simuler. C'est une mise en scène, y compris la psychanalyse, qui est un théâtre où on simule des rôles de l'histoire, de l'autobiographie du sujet. Alors, là, c'est l'occasion de faire un peu de pub pour mon livre, mais c'est pas que pour ça que je passe la diapo, mais enfin, en même temps, ça peut servir. C'est pas binaire, c'est pas d'un côté, je lève le bras, ou de l'autre côté, j'imagine que je lève le bras. Il y a tous les intermédiaires possibles. Si je fais « Ah, mais oui !» j'ébauche un mouvement dont je ne me sens pas le besoin de l'achever en réel. Et si vous vous surveillez, même d'ici ce soir, au moment de vous endormir, vous verrez que peut-être 10 fois, vous allez faire des ébauches de mouvements dont vous vous dispensez de les exécuter totalement. C'est pas la peine, le message passe pour l'autre et pour vous. C'est pas la peine d'aller taper. Quand je fais « mais oui, bien sûr, c'est pas la peine, j'aille taper, je vais me faire mal ». Enfin, vous voyez, donc c'est ça notre vertu, c'est d'osciller le long d'un premier axe qui va de l'action totalement simulée, avec dispensant le penser c'est faire, à l'autre côté l'action complètement exécutée. Et c'est un grand pouvoir que de naviguer comme ça le long de cet axe. Alors maintenant, j'en viens à tout ce dont je vous ai parlé, mais à deux. C'est plus un cerveau tout seul ou un bonhomme tout seul, c'est deux personnes. Et la première chose, dont vous avez sûrement souvent entendu parler, c'est ce qu'on appelle les neurones miroirs, découverte italienne, mais enfin là encore européenne, de cette région-là, du sud de la France et du nord de l'Italie, où il y a eu beaucoup de gens qui ont travaillé sur la simulation. Ça tient dans le fait que vous, messieurs, dames, quand moi je lève le bras, vous simulez que vous levez le bras. C'est-à-dire que lorsqu'on se représente, qu'on fait une action, on active des zones cérébrales similaires à celles qui sont activées lorsqu'on observe cette action chez autrui. C'est ça les neurones miroirs. Et c'est comme ça qu'on comprend ce que fait l'autre. C'est que quand je fais « mais oui », vous comprenez parce que vous simulez que vous faites ça. Sinon... Alors ça, c'est de Sethi et Genro qui l'ont montré. Si vous passez des vidéos avec des mouvements biologiques impossibles, comme par exemple un bras qui traverse un autre bras, eh bien vous déactivez, vous n'activez pas les neurones miroirs. Vous ne pouvez pas simuler que votre bras croise l'autre bras. Donc vous ne pouvez simuler que ce que vous pouvez faire. C'est comme Giacometti tout à l'heure. Du coup, vous ne pouvez valider en le comprenant que des choses que je ferai parce que vous savez les faire. Et du coup, on dit, c'est comme ça qu'on comprend l'autre. Alors, on a poussé jusqu'à dire, c'est ça l'empathie, la compréhension de l'autre. C'est plutôt de l'ordre de l'empathie du cheval, enfin
des systèmes primaires sous-corticaux. Mais c'est quand même ça, c'est-à-dire qu'on ne peut partager avec l'autre que si on est capable de simuler ce qu'il fait ou ce qu'il éprouve, ce qu'il sent. Et ça a été montré pas seulement pour les neurones moteurs, mais aussi pour des neurones sensoriels, enfin globaux. Ça, c'est une expérience d'un Français qui s'appelle Bruno Vicaire, qui montre que si vous respirez un gaz puant, c'est-à-dire du H2S, ou si vous voyez une mimique de dégoût, vous activez quasi les mêmes zones dans le cerveau. On dit, vous simulez la vision d'un visage de dégoût, met votre cerveau dans l'état où il est quand vous respirez vous-même quelque chose de dégoûtant. Et ce qu'on sait maintenant, c'est que ce système miroir est en fait un système de résonance qui est beaucoup basé sur la synchronisation. Le temps manque, mais en fait, ces neurones miroirs sont issus de l'imitation du bébé en alternant. Je crois que j'ai une dia. On peut montrer très précocement qu'à quelques jours de vie, là c'est un peu plus. Coucou. Coucou. Tu fais un sourire à maman? Tu fais tes beaux sourires que je vois avec tes mains là? Tu découvres tes mains. Ah oui. C'est ça le basique, les fondations des neurones miroirs. C'est basé sur l'imitation. Et il est montré dans des travaux qui ont été menés, en particulier à Salpêtrière par Lynn Garnereau et Jacqueline Nadel, que chez des adultes, ça s'appelle la mimicrie. Maintenant, c'est à la mode en neuroéconomie. Il a été montré que si on imite quelqu'un, alors on lui paraît plus sympathique. On inspire la confiance. Et il y a eu des expériences, ça s'appelle l'hyperscanning, où on enregistre l'électroencéphalogramme de deux personnes après qu'ils aient passé 1 minute à s'imiter réciproquement. Et à ce moment-là, on voit que le rythme, c'est quand même assez fascinant, le rythme alpha de l'électroencéphalogramme a moins de bruit de fond et qu'il a tendance à devenir unique. C'est-à-dire que les deux cerveaux deviennent presque, pas complètement, un seul cerveau, au plan rythmique. Et c'est ça la danse, pourquoi quand on tape tous des mains, etc. C'est de la synchronisation, et c'est ces systèmes-là de communication qui sont le fait qu'on se synchronise, comme dans la danse, comme dans certains spectacles, ou les chansons, etc., et où on devient un seul cerveau et on partage, via la même rythmique, quelque chose en commun. C'est très fort parce que c'est aussi un exemple où le langage n'intervient pas. Ça ne veut pas dire, je ne veux pas vous convaincre que le langage n'a pas d'importance, mais je veux dire, c'est un autre partage. Ce qu'on a écouté de très beau tout à l'heure, c'est un autre partage. C'est pas comme taper dans les mains. Mais il faut pouvoir faire les deux choses. Ça, je vais passer pour gagner du temps. Si vous voulez voir ce qui se fait dans l'autisme, on pourra éventuellement. Mais si on en vient à cette communication des neurones miroirs très rapide et synchronique, on s'aperçoit qu'il y a déjà une quarantaine d'années, des gens avaient travaillé sur la communication infraliminale. C'était le moment de la mode des publicités infraliminales à la télé. Ça, c'est un papa qui emmène sa petite fille à l'école maternelle au 3e jour. Et si vous passez le film à vitesse normale, vous voyez juste le papa qui ouvre la porte, la petite fille qui rentre en classe, et puis le papa s'en va après avoir fermé la porte. Si vous passez image par image, ce qui n'est pas le cas là, mais j'ai pris quelques bouts, vous voyez des mouvements que vous ne voyez pas à vitesse normale, qui sont un demi-tour de la petite fille vers son père, le père qui lâche la poignée de la porte, qui fait un mouvement de repoussement, et la petite fille qui repart dans le bon sens, enfin dans le sens qui obéit au rejet. Enfin, et tout ceci retrouve beaucoup d'intérêt. C'est vieux, hein, ça, mais c'est 50, 60, années 1950, 1960. Parce que justement, maintenant, on comprend, grâce aux expériences de EG, qu'il y a des phénomènes de communication tellement rapides que la conscience en fait l'économie. Quand vous dites « celui-là, je ne le sens pas », vous ne savez pas dire pourquoi vous dites « celui-là, je ne le sens pas ». Mais si vous ne le sentez pas, c'est parce qu'il y a y avoir des trucs discordants entre vous et lui,
des achoppements qui sont tellement rapides que vous ne pouvez pas dire c'est à un moment là, au moment où j'ai... Non, vous ne savez pas, mais vous dites je ne le sens pas. Ben c'est de ça dont il s'agit. Et là, on est vraiment dans les deux chevaux. Alors, un petit hommage à Freud quand même, parce qu'il ne faut pas tout jeter de ce qu'il a fait, même si c'est à la mode parfois. Je crois que le coup de génie de Freud, c'est moins d'avoir trouvé l'inconscient que d'autres avaient aussi trouvé. Et puis des gens comme Lionel Lacache disent que ce qu'il a découvert, c'est le conscient. Je suis assez d'accord là-dessus. Mais c'est d'avoir allongé les gens pour parler intimement avec eux. Il n'y a pas d'autre exemple dans la nature où on se dit des choses intimes, on partage une intimité autobiographique forte, sans échange ni du toucher, ni du regard. Cherchez, vous allez voir. Si vous trouvez un exemple, dites-le moi, mais jusqu'à maintenant, je n'ai jamais trouvé quelqu'un qui puisse me dire « Non, il y a une autre situation ». Parce que dans la confession, il y a une grille, il y a pas le... et on est assis. Or, quand on s'allonge, c'est comme ça qu'on s'endort, on déactive le système d'alerte. Je vous ai parlé de l'amygdale tout à l'heure. La condition pour vous endormir, c'est d'être moins vigile. Et pour être moins vigile, on se couche. C'est pour ça que vous ne pouvez pas dormir debout. Et c'est quand même très troublant de voir que, en allongeant ses patients et en restant à côté d'eux sans les voir, il a fait d'une pierre trois coups, c'est-à-dire il a déactivé le système miroir, il a déactivé le système d'alerte, et il a arrêté le système du papa avec la petite fille à l'école maternelle. Autrement dit, il a fait que la communication de haut niveau entre l'histoire de l'autre et celui qui l'écoute est complètement débarrassée de tous les avatars entre chevaux. Enfin, et du coup, c'est quand même un peu plus facile de s'intéresser à autre chose, à quelque chose qui est plus représentationnel. Certains collègues diraient plus métacognitif, de plus haut niveau, disons. Alors, si, quand vous levez le bras, je simule que c'est moi qui lève le bras, le risque, c'est que je crois que moi, c'est vous. Il y a un enjeu identitaire, il y a un risque de dépersonnalisation. Et là où les choses sont assez magnifiques, c'est qu'il a été montré, là encore par les deux écoles franco-italiennes, enfin lyonnaise et Parme, que en situation d'activation du système miroir, on active plus, en particulier, les systèmes de la sensorialité, c'est-à-dire les retours informationnels. C'est comme si je peux simuler que je suis vous pour comprendre que vous êtes en train de lever le bras, comme si j'avais un petit ange en moi qui me dit « mais c'est pas grave, tu sens bien tes pieds sur... Tu te sens là, tu sens que tu appuies, donc tu peux te prendre pour elle. T'inquiète pas, toi, c'est toi. » Et précisément ces systèmes d'activation, en particulier du système pariétal, donc de la sensibilité, sont dysfonctionnants chez les schizophrènes et chez les autistes qui ont un trouble du self, comme par hasard. Ça ne veut pas dire que c'est la cause ou le mécanisme isolé de la maladie, mais il est certain que dans ces pathologies, on a ce qu'on appelle un trouble de l'agentivité. Je vais y revenir dans un instant. Autrement dit, grâce à cette vertu de s'appuyer sur ces perceptions pour se permettre d'être l'autre, tout en restant soi, nous avons un deuxième axe d'oscillation où on peut être acteur ou spectateur. Quand je dis « je vous parle », je suis acteur. Quand je dis « vous m'écoutez », je suis spectateur. Mais pour être spectateur, il faut que je tourne. Et c'est bien montré que le bébé développe ce qu'on appelle sa cognition sociale à partir de ce qu'on appelle sa cognition spatiale. C'est-à-dire c'est le fameux stade du miroir qui n'est pas comme Lacan l'avait dit, mais je ne peux me mettre dans votre tête que si je me mets dans vos yeux. Sinon, je ne comprends pas tout. Si j'ai très peur des araignées et qu'au-dessus de moi, il y a une araignée que je ne vois pas et que je vous parle avec un sourire, vous ne pouvez pas comprendre la scène si vous ne vous dites pas, mais c'est parce qu'il ne voit pas l'araignée. Et l'humour est très fréquemment issu de ça. Les blagues au cinéma muet ou en bande dessinée reposent là-dessus. C'est-à-dire, c'est de la théorie de l'esprit, mais qui implique une rotation spatiale. Il faut se mettre dans l'autre pour voir ce qu'il voit et en même temps... Oui, c'est ça, pardon.
se contextualiser la pensée de l'autre et renoncer à son propre self. C'est ça la théorie de l'esprit, et c'est là aussi, c'est ça qui ne va pas bien dans la schizophrénie, dans l'autisme, qui ne marche pas, et aussi chez des gens normaux, mais pas très sociaux, enfin pas très faciles pour un échange. Si vous dites à des Bretons que vous n'aimez pas les Bretons, c'est pas comme si vous dites ça à des Marseillais. Hein? Eh ben c'est ça la théorie de l'esprit. C'est-à-dire que, et c'est ça l'Asperger, le polytechnicien, pardon, je ne critique pas tous les polytechniciens, en plus il y en a peut-être dans la salle, mais la caricature du génie en maths qui ne comprend pas les autres, c'est ça. C'est-à-dire que pour lui, il dit les Bretons sont, je sais pas moi, allumés. Enfin, ils sont. Et puis que vous soyez breton ou pas breton, ça ne le traverse pas que c'est une donnée permanente. Lui, il est fixé sur la réalité qu'il croit vraie. S'il a un accident de voiture et que son collègue de bureau a eu ses parents tués il y a 2 ans dans un accident de voiture, il dit j'ai un accident de voiture, parce qu'il n'a pas l'idée d'aller se mettre dans la tête de l'autre pour dire quand je parle d'accident de voiture à ce pauvre copain dont les parents sont morts en voiture, je sais quand même, il faut que j'en parle, ou alors j'en parle pas, écoute, ferme ta gueule, et puis bon. Eh bien, c'est ça la théorie de l'esprit, c'est aller se mettre dans le contexte autobiographique de l'autre, ce qui implique, alors, le breton, c'est le cheval, et puis les yeux, c'est le cheval, et le breton, c'est le cavalier, c'est-à-dire c'est le contexte historique, autobiographique, méta-représenté de toute une histoire dans laquelle on doit prendre compte, d'accord ? Alors je vous disais que les schizophrènes et les autistes n'avaient pas d'agentivité, c'est-à-dire le fait qu'ils ne s'appropriaient pas leurs actions. C'est une expérience, il y en a eu beaucoup, là encore des Lyonnais et des Italiens. Ça, c'est d'Aprati. Je mets mes mains sous la table, une caméra filme mes mains et je vois sur l'écran le mouvement de mes mains. Et on me dit, fermez les mains, ouvrez les mains, fermez les mains. Puis à un moment, on remplace sur la vidéo mes mains par les mains de quelqu'un d'autre qui ne fait pas les mêmes mouvements. Si vous êtes normaux, enfin pas schizophrène, en 4-5 secondes, vous avez un sentiment d'étrangeté parce que vous pliez les mains et vous voyez qu'elles ne bougent plus sur l'écran. Et bien un schizophrène, il ne le voit pas. Ça ne le gêne pas. C'est-à-dire il continue, mais quelquefois, au bout d'une minute, il peut, si on questionne, il veut trouver ça. Mais pourquoi ? Parce qu'il n'a pas de retour bottom-up, justement. Il n'a pas les zones dont je vous ai dit qu'elles assuraient le retour sensoriel. Il n'a pas l'information. Il n'y a pas des neurones par le bas. Il y a les neurones, évidemment, mais il n'intègre pas ces sensations par le bas. Donc, quand il plie les mains, s'il ne les voit pas, il ne sait pas qu'il les plie. Et en plus, il ne sait pas toujours que c'est lui qui les plie. Donc, il est normal que si, à un moment, on découple ce qui se passe, ils ne s'en rendent pas compte. Vous voyez combien des maladies qui apparemment aussi compliquées que l'autisme et la schizophrénie sont corporelles. Enfin, je veux dire, ce n'est pas des troubles mentaux hyper compliqués. C'est simplement quand, à la différence de quelqu'un qui n'est pas schizophrène, le schizophrène, il ne sait pas que quand il plie les mains, s'il a les yeux fermés, il ne sait pas qu'il a plié les mains et que c'est lui qui a plié les mains. Ça n'a rien de très compliqué. Et on croit toujours que la pathologie, c'est compliqué, mais en réalité, c'est plus simple que le normal. C'est malheureusement une simplification. Alors, je crois qu'il faut que j'accélère. Je peux peut-être, si quand même, vous montrer le genre de travaux qui se font justement à propos de ça en théorie de l'esprit et dans l'autisme en particulier. Je vais chanter dans une grande salle de théâtre devant plus de 200 personnes. Il paraît que même le maire de la ville y sera. Je ne me suis jamais senti aussi bien. Je vais essayer de me reposer. Alors vous voyez, un peu vous avant. riez parce que vous avez été surpris de voir la mimique. Il y a une discordance, une opposition entre son discours et sa mimique. Or, les autistes et les schizophrènes, ils ne savent pas bien reconnaître d'abord l'émotion mimique, et en plus, ils ont beaucoup de mal à la théorie de l'esprit. Donc, les dispositifs qui se font maintenant sont Ce des soir, dispositifs... je vais chanter dans une grande salle de théâtre
devant plus de 200 personnes. Ou pourquoi on met un avatar de réalité virtuelle? Parce que c'est beaucoup plus simple de décoder une émotion pour un autiste sur un visage très sommaire que sur un visage humain où c'est compliqué. Donc on recommence par du basique. Et pourquoi on met cet avatar dans un monde normal? C'est pour justement lui mettre de la réalité. Parce que sinon, il est comme dans les jeux vidéo, il est très content, tout est artificiel. Donc on lui fait deux choses à la fois. On lui fait traiter l'émotion sur un prototype simplifié d'expression émotionnelle et on maintient cette simplification dans le monde réel et sa complexité. Et là, c'est un exemple où on teste la discordance, c'est-à-dire que normalement, il doit faire, et l'autiste ne le fait pas, mais justement, on doit peu à peu le sensibiliser au fait que c'est pas normal de dire je suis extrêmement contente en faisant la grimace qu'on fait. D'accord ? Il paraît que même le maire de la ville y sera. Je ne me suis jamais sentie aussi bien. Je vais essayer de me reposer un peu avant. Bon, je vais accélérer un peu parce que je crois que j'ai été très long. Je vais même conclure pour qu'il reste un peu de temps pour qu'on discute. J'espère vous avoir convaincu que l'esprit est pas que en haut, mais il est jusque dans les ongles, 2 pieds. Qu'il est partout. C'est-à-dire qu'un esprit, une représentation mentale, une représentation d'action, n'ont quelque chose d'attractif pour autrui que si elles sont incarnées par une sensualité, une physicalité que seul le vieux body peut sans arrêt rappeler au corps. Et c'est pour ça que nous avons une telle ambivalence à l'égard de ces outils-là. C'est qu'ils sont fascinants parce qu'ils ont, eux, un cavalier qui est un prodigieux calculateur, mais qui nous entraîne dans un monde où il n'y a plus de validation par la réalité sensuelle et sensorielle du monde. Donc j'espère que j'ai réussi à un peu ébranler votre conviction si vous pensiez que le haut est meilleur que le bas. Voilà, je vous remercie de votre attention.